Je vais tout balancer à la famille de mon copain à cause de ce qu'ils ont fait à mon fils. Mon mari m'a lancé. Si tu portes plainte contre ma mère pour avoir tatoué le cou de notre fils de 3 ans, c'est la fin de notre mariage. Je lui ai simplement répondu, la porte est là, et il s'est contenté de me regarder sans dire un mot. C'était il y a 6 mois. Ce matin, je l'ai retrouvé devant mon appartement, en larmes. Mon copain vient d'une famille qui considère vraiment le corps comme une œuvre d'art. Lui-même est couvert de tatouages, des pieds à la tête, sauf le visage. J'ai toujours cru que c'était juste sa façon d'être original, un brin extravagant. Et puis j'ai rencontré sa famille, tous tatoués de la tête aux pieds, arborant de grands motifs japonais qui leur couvrent tout le corps. On dirait des caricatures d'Américains, certains ont même le visage tatoué, et ils portent ça comme une sorte de trophée. Ils trouvent toujours le moyen d'en parler, de se plaindre de l'attention que leurs tatouages leur valent en public, mais on voit bien qu'ils en raffolent. Vous voyez le genre. Tous les frères, sœurs, cousins de mon copain ne sortent qu'avec des gens aussi tatoués qu'eux, et ils n'ont pas hésité à tatouer leurs enfants dès qu'ils ont eu 3 ans. Sur les photos de famille, tout le monde pose fièrement avec ses dessins sur la peau. Vous imaginez bien le choc dans la famille quand mon copain s'est mis avec une japonaise pure souche. Eh oui, c'est moi. 0 tatouage, rien du tout. Je ne ressemble en rien au reste de la tribu. Je suis juste moi. Sa mère a toujours été polie, mais il était évident que je n'avais pas droit à la même proximité que ses propres filles. Elle me lançait, je veux des tatouages façon Yakuza, alors que je fais 140 kilos et que je sors avec un Américain. Honnêtement, ça ne m'a jamais vraiment gênée. Je n'ai d'ailleurs jamais rien dit sur leurs tatouages, même si je les trouve franchement limites, disons-le. Mais quand je suis tombée enceinte, merci la vie, elle a un peu changé d'attitude, soudain plus chaleureuse. J'imagine que l'arrivée d'un bébé, ça soude un peu tout le monde. Par contre, pendant toute ma grossesse, elle glissait des allusions sur le fait qu'elle aimerait que le petit soit élevé comme chez nous. Je faisais la sourde oreille et répondais « Oh oui, il va adorer tes sushis maison », immangeables d'ailleurs. Et elle me gratifiait de ce fameux sourire sans émotion. Notre fils a vu le jour il y a 3 ans. Il est à moitié japonais, à moitié américain, et évidemment, pas question de tatouage sur un bébé. Mon mari était le seul de sa famille à garder un minimum de bon sens. On n'a jamais eu le moindre souci à ce sujet, jusqu'à la semaine dernière. Une urgence m'a obligée à traverser plusieurs états pour aller aider mes parents. Mon mari était pris dans une réunion de boulot hyper importante, alors j'ai proposé à ma belle-mère de garder notre fils. Elle, d'habitude, trouvait toujours une excuse pour éviter le babysitting, mais là, elle s'est montrée étrangement enthousiaste. On aurait dit qu'elle trépignait d'impatience. J'aurais dû me méfier, mais la situation était pressante. Alors j'ai attendu son arrivée et j'ai filé. La réunion de mon mari s'est terminée alors que j'étais encore absente. Et toute la journée, il me rassurait par message. Mais sur la route du retour, à peine sorti de chez mes parents, il m'a appelé, l'air grave, pour me dire de rentrer au plus vite. Il m'a assuré que notre fils allait bien, mais qu'il préférait m'expliquer en face pour ne pas m'affoler. Évidemment, j'ai tracé comme jamais, dépassant toutes les limites de vitesse, ma Nissan transformée en bolide. En arrivant, j'ai déboulé chez moi, le cœur battant, pour trouver mon mari penché au-dessus du lit de notre fils, en train de l'observer dormir. Je me suis approchée et là, le choc, sur le cou de mon petit de 3 ans, un tatouage Yakuza, un espèce de dragon-dieu maladroitement dessiné, dans des teintes de vert et de rouge, qui aurait peut-être sa place sur un petit caïd, mais sûrement pas sur mon gamin. Pire, la peau autour était à vif, rouge, trouée, même pas un film plastique pour protéger la zone. Mon père était tatoueur, je sais ce que c'est qu'un tatouage fait dans de mauvaises conditions d'hygiène. J'ai hurlé, j'ai demandé à mon mari comment sa mère avait pu faire ça. Il m'a juste répondu « Oh, elle a pensé que ce serait une belle façon de l'accueillir dans la famille. Elle pense que la peau a juste mal réagi, ou un truc du genre. » Alors là, j'ai explosé. Notre fils de 3 ans a tout simplement eu une réaction normale à un tatouage mal fait sur son visage. Je n'arrivais pas à croire que ma belle-mère soit allée aussi loin dans son délire, au point de ruiner la vie de son petit-fils juste pour que la famille ait l'air d'une carte postale. Mon fils dormait encore, crispé de douleur, et je me sentais comme la pire mère du monde. Je l'ai réveillé en douceur et j'ai foncé aux urgences. On lui a nettoyé la plaie pour éviter une infection et donner les soins nécessaires. Mais mon gosse de 3 ans a toujours ce fichu tatouage Yakuza sur le cou. Mon mari était autant révolté que moi, prêt à en découdre avec sa mère. Sauf qu'il a ensuite parlé de tenter de discuter avec elle. Sérieusement, elle a défiguré son propre petit-fils et il pense encore qu'une simple discussion suffira? Je lui ai dit que s'il voulait lui parler, il ferait mieux de la prévenir de prendre un avocat, parce que, moi, je déposais plainte. Et là, il m'a sorti que si je faisais ça, il doutait qu'on reste mariés. J'ai répliqué, la porte est là. Maintenant, il harcèle sa mère au téléphone, mais elle s'est volatilisée. Impossible de mettre la main sur elle. De mon côté, j'ai fouillé dans le tiroir de la cuisine pour retrouver nos cartes d'assurance, les mains tremblantes de rage, et en ramassant les morceaux du saladier en céramique qu'elle nous avait offert pour la baby shower, éclatés par terre dans ma précipitation, j'ai aperçu une petite carte SD parmi les débris. Le cœur battant la chamade, je l'ai ramassée, me demandant pourquoi elle aurait planqué ça dans un cadeau. Dernière étape, la pharmacie. Mon fils avait besoin d'antibiotiques en urgence, et je n'allais pas perdre une seconde de plus. En récupérant l'ordonnance au comptoir, j'ai remarqué quelqu'un à la caisse d'à côté. Ma belle-mère était là, feignant de ne pas prêter attention à notre présence, pendant que le pharmacien s'occupait de nos commandes, visiblement embarrassé. Sa main tremblait en signant le reçu, le même tremblement que j'avais remarqué dans les contours irréguliers du tatouage de mon fils. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi, et les mots ont jailli, impossible à retenir. Je lui ai hurlé dessus, lui reprochant ce qu'elle avait fait à mon bébé, la façon dont elle l'avait mutilé. Autour de nous, des clients sortaient déjà leur téléphone pour filmer la scène. Ma belle-mère, imperturbable, expliquait à qui voulait l'entendre qu'elle venait simplement chercher ses médicaments pour le cœur. J'avais l'impression d'être la folle de service, alors qu'elle jouait la victime à la perfection. Mon téléphone a vibré. Sarah, la sœur de mon mari, avait crevé et demandait de l'aide.
mais elle précisait bien que seule la personne qui ne créait pas de drame familial pouvait venir. Mon mari m'a lancé un regard, puis a baissé les yeux vers son téléphone, déchiré entre le besoin de me soutenir et celui d'aider sa sœur. On savait tous les deux que ce choix l'obligerait à se positionner clairement. Pendant ce temps, j'ai vu ma belle-mère quitter la pharmacie et j'ai eu une décision à prendre, la suivre discrètement pour découvrir où elle allait ou rester auprès de mon fils fiévreux qui avait besoin de moi. En le serrant contre moi, j'ai remarqué qu'elle se frottait machinalement le cou sur le parking, justement à l'endroit où elle avait tatoué mon fils. Mon fils avait plus besoin de moi que je n'avais besoin de la traquer. Alors je suis restée. Ce choix lui a laissé du temps. En moins de 10 minutes, sa publication Facebook sur son engagement à respecter les traditions familiales, tout en valorisant l'ouverture culturelle, avait déjà récolté 47 réactions de soutien. Les commentaires pleuvaient, pour défendre la pauvre grand-mère qui ne voulait, soi-disant, que le bonheur de son petit-fils. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. La famille relayait sa version partout. Soudain, tout s'est enchaîné. La fièvre de mon fils est montée d'un cran. Il a fallu foncer aux urgences. Le patron de mon mari a appelé, menaçant son poste à cause des retards accumulés à cause de cette crise. Mes parents, eux, m'ont prévenu qu'ils prenaient la route après avoir vu les messages tournés sur Facebook. La pression montait de partout. À l'hôpital, l'infirmière venue soigner l'infection de mon fils a eu la délicatesse de me dire qu'elle connaissait ma belle-mère par le club de lecture et qu'elle la trouvait admirable avec ses petits-enfants, validant sans même s'en rendre compte sa version des faits. La note des urgences allait plomber nos finances déjà fragilisées par le déplacement express à l'autre bout de la région, mais je n'avais même pas le temps d'y penser. Puis une notification WhatsApp a surgi. Ma belle-mère, en pleine crise d'angoisse chez elle, partageait sa détresse en direct. Elle sanglotait, répétant qu'elle voulait seulement accueillir son petit-fils comme les autres. Toute la famille s'est précipitée pour la consoler en ligne, pendant que je restais seule dans une chambre glaciale d'hôpital, avec mon fils malade. Il m'a regardée, perdue, et m'a demandé pourquoi le dessin spécial de mamie lui faisait si mal. Ensuite, il a prononcé une phrase qui m'a glacé le sang. Mamie lui avait dit que papa le voulait aussi. Le visage de mon mari s'est fermé. Blême. Était-il au courant? La carte SD dans ma poche semblait brûler. Peut-être recelait-elle des preuves, mais l'utiliser signifiait admettre que j'avais fouillé chez ma belle-mère, avec toutes les conséquences juridiques que cela impliquait. Impossible de vérifier son contenu sans risquer de m'incriminer. Mon téléphone a encore vibré. Notre voisin avait publié une vidéo de la sonnette connectée où l'on me voyait devant chez ma belle-mère. Je n'y étais allée que pour récupérer le sac à langer oublié, mais la vidéo donnait l'impression que je cambriolais ou harcelais une pauvre grand-mère. L'opinion se retournait contre moi à vitesse grand V. Le lendemain matin, nouvelle complication, la crèche m'a appelé pour mettre à jour les contacts d'urgence. Ma belle-mère figurait toujours sur la liste, et c'était la seule à connaître l'allergie grave de mon fils à un antibiotique non mentionné dans son dossier principal. Impossible d'y couper. Il fallait que je lui parle. La famille de mon mari a lancé son offensive de dénigrement, rappelant combien j'aimais dramatiser, jusqu'à ressortir l'épisode où j'avais paniqué après la chute de notre fils au parc il y a quelques mois. Comme quand tu as cru que l'aire de jeu était dangereuse, répétait-il, me faisant passer pour une mère paranoïaque qui voit le mal partout. Le groupe familial s'est enflammé lorsque mon message de menace de procès a été capturé d'écran et détourné, devenu la preuve ultime de ma soi-disant soif de conflit, pas de ma volonté de protéger mon enfant. Chaque tentative de défense était exploitée pour alimenter l'image d'une mère instable. Même mes photos du tatouage, prises sous tous les angles pour documenter les faits, ont été interprétées par la cousine de mon mari comme un comportement obsessionnel. Elle a même suggéré que je devrais consulter, ce qui a fait écho auprès d'autres membres de la famille. Le dénigrement était organisé, implacable. J'ai alors réalisé que le contrôle de ma belle-mère allait bien plus loin que je ne l'imaginais. Depuis 20 ans, toute la famille de mon mari fréquentait le même pédiatre. Quand j'ai voulu obtenir le dossier de mon fils, la secrétaire m'a soudain dit qu'elle ne le retrouvait plus. Son carnet de vaccination était resté chez elle depuis notre dernière visite, ce qui lui donnait encore un moyen de pression. 3 nuits blanches m'ont achevé, et dans ma fatigue, j'ai donné une mauvaise dose d'antibiotiques à mon fils. L'appel au centre anti-poison a été noté dans le dossier médical, renforçant l'idée que j'étais incapable de prendre soin de mon enfant. L'isolement a commencé à se faire sentir sérieusement. Emma, ma meilleure amie, a fini par se retirer, après que son mari lui a fait comprendre qu'il divorcerait si elle se mêlait de nos histoires. Elle était persuadée que ma belle-mère avait blessé mon fils, mais ne voulait pas sacrifier sa famille pour la mienne. J'ai des enfants moi aussi, m'a-t-elle dit. Je ne peux pas me permettre de prendre position. Même les groupes de mamans sur Facebook ont fini par me tourner le dos. Certaines croisèrent la rue pour m'éviter, moi, la mère qui pourrissait la vie d'une pauvre grand-mère. J'ai vu mon propre visage circuler sur des discussions de quartier, caricaturée en méchante de service dans cette histoire invraisemblable. Pourtant, les failles du récit de ma belle-mère commençaient à apparaître. Elle prétendait avoir emmené mon fils chez un tatoueur professionnel agréé, mais en cherchant ces mots, elle s'est trompée de centre commercial. Cette erreur trahissait qu'elle connaissait le véritable endroit, mais réussir à le prouver serait un autre combat. Même ma vieille colocataire de fac m'a laissé tomber. Elle avait besoin du carnet d'adresse de ma belle-mère à la mairie pour obtenir ses agréments professionnels. Elle s'est excusée, mais n'avait pas les moyens de prendre parti. Le réseau d'influence tissé patiemment par ma belle-mère pendant des décennies m'étouffait. J'ai cru entrevoir une échappatoire en mettant la main sur les images de vidéosurveillance du salon de tatouage, mais ma satisfaction a été repérée au café et aussitôt interprétée comme la preuve que je cherchais à gagner au lieu de protéger mon enfant. Tous mes gestes, toutes mes réactions finissaient systématiquement retournées contre moi. Puis est arrivé ce message qui m'a glacée. Ma belle-mère m'a écrit qu'on savait toutes les deux que tout cela finirait par la ruine de l'une de nous. Elle, 30 ans dans la famille, moi seulement 5. La menace était claire et j'ai compris, ce jour-là, à qui j'avais vraiment affaire. Une femme qui avait passé sa vie à consolider le réseau qui me broyait aujourd'hui. Le cabinet de la psychologue du deuil est devenu mon refuge, 2 fois par semaine. Je la consultais déjà depuis mes angoisses postpartum.
Elle connaissait tout des manigances de ma belle-mère. Un jour, pendant une séance, elle a glissé que son frère venait de divorcer et était revenu s'installer en ville. Sa façon d'en parler a fait tilt dans ma tête. Il correspondait exactement au type de ma belle-mère. Mes soupçons se sont confirmés en les croisant tous les deux au marché. Ma belle-mère lui tenait le bras en riant à ses plaisanteries. Le frère de la psy m'a aperçu et m'a adressé un grand signe, tandis que le sourire de ma belle-mère s'élargissait en voyant ma réaction. Elle venait de trouver un nouveau moyen d'infiltrer mon cercle de soutien. Ce soir-là, mon mari et moi avons essayé de reconstituer une conversation vieille de 2 ans. Il était persuadé que j'avais accepté de laisser sa mère nous guider dans les traditions familiales. Je me souvenais parfaitement d'avoir exclu tout ce qui pouvait être irréversible. Nous étions assis chacun à une extrémité du canapé, sûrs de nos souvenirs respectifs. La dispute a fini par le conduire dans la chambre d'amis. Incapable de dormir, j'ai fouillé dans nos anciens messages. Mon cœur s'est serré en retrouvant celui dans lequel, 2 ans plus tôt, alors qu'on évoquait la circoncision, j'avais écrit « Ta mère s'y connaît mieux que personne pour les affaires de famille ». Ces mots me sautaient aux yeux sur l'écran. Sans le vouloir, je lui avais donné des arguments à retourner contre moi. Le lendemain, l'enseignante de maternelle a appelé. Pendant la ronde de parole, mon fils avait déclaré « Maman a dit que mamie était dangereuse, mais mamie fait les meilleurs câlins ». L'enseignante a vu là un problème de comportement, s'inquiétant des doubles discours à la maison. Encore un point dans mon dossier de mauvaise mère. Un souvenir m'est revenu. 6 mois en arrière, ma belle-mère m'avait demandé des infos sur notre application de babyphone, prétextant vouloir s'équiper elle aussi. Je lui avais montré comment fonctionnait le stockage sur le cloud. En vérifiant l'application, j'ai découvert qu'elle avait souscrit un abonnement supérieur, prolongeant la durée de conservation des enregistrements. Les vidéos remontaient à plusieurs mois. J'ai fait défiler des heures d'images, jusqu'à tomber sur ce que je redoutais. Ma belle-mère dans la chambre de mon fils à 2 heures du matin, penchée sur lui pendant son sommeil. L'audio captait ses chuchotements. Il deviendrait l'un des leurs. Mes mains tremblaient en sauvegardant la vidéo. Enfin une preuve tangible de son obsession. La réunion de famille a tourné au traquenard. Ma belle-mère, entourée de proches, mouchoir à la main, a présenté ma collecte de preuves comme du harcèlement, mes instincts de protection comme de la paranoïa. Quand j'ai voulu montrer la vidéo, on m'a sommé de me taire, arguant qu'il ne s'agissait là que d'une grand-mère attentionnée. J'étais complètement isolée. J'ai commencé à éplucher compulsivement ses réseaux sociaux. Son compte Amazon était resté connecté sur notre tablette depuis une visite des mois plus tôt. L'historique d'achat m'a donné la nausée. Elle avait commandé un dermographe il y a 3 mois, avec de la peau d'entraînement et une crème anesthésiante pour bébé. Les dates coïncidaient avec le moment où elle avait recommencé à insister sur les traditions familiales. Ses amies tatoueuses postaient sur Instagram à propos d'une cérémonie d'accueil. Les publications étaient pleines de codes, mais leur sens ne faisait pas de doute. Elles préparaient leur coup depuis longtemps. Mon téléphone s'est rempli de captures d'écran, chaque indice ressemblant à une petite victoire dans une guerre perdue d'avance. Mon mari m'a trouvée, penchée sur la tablette à 3 heures du matin, entourée de feuilles et de notes. Il a regardé les preuves étalées sur la table, puis a secoué la tête. Sa mère lui avait déjà dit que je devenais obsessionnelle. À présent, il comprenait ce qu'elle voulait dire. Je l'ai vu douter de ma santé mentale, sous mes yeux. La conseillère conjugale que nous consultions avait soudain du mal à caser un rendez-vous. Quand nous avons finalement pu la voir, elle était différente. Elle posait des questions très ciblées sur mon désir de m'éloigner de sa famille. Toutes mes réponses semblaient tomber dans un piège, destiné à confirmer une idée préconçue. Je n'ai compris que trop tard qu'elle avait discuté avec le nouveau compagnon de ma belle-mère. J'ai tenté d'enregistrer ma belle-mère pendant la sortie à la piscine municipale. Je tenais mon téléphone discrètement, faisant mine d'écrire un message pendant qu'elle évoquait le tatouage, mais elle a repéré le reflet de l'écran dans la porte vitrée. Son regard a changé, elle m'a lancé un sourire complice, puis a vite changé de sujet pour parler de la météo. Elle s'y attendait. Le maître nageur de mon fils m'a appelé à propos d'un incident étrange. Ma belle-mère était venue en affirmant avoir des papiers de garde d'urgence. Heureusement, il a refusé de lui confier mon fils sans vérification. Mais cette tentative montrait bien qu'elle testait les limites, prête à aller toujours plus loin. Le tatoueur a accepté de me rencontrer dans un café. Il était nerveux, jetant sans cesse des coups d'œil derrière lui. Il a commencé à me raconter la fameuse nuit où ma belle-mère avait amené mon fils, mais son téléphone a sonné. Après un court échange, il est devenu livide. Une plainte anonyme venait d'être déposée à l'ARS contre son salon. Il s'est excusé et s'est éclipsé sans ajouter un mot. J'ai découvert que ma belle-mère occupait la chambre de mon fils à chacun de ses séjours, ce que mon mari a fini par admettre à demi-mot, prétextant qu'elle s'en rapprochait ainsi. Le pire, c'est que mon fils m'a avoué que mamie portait mes anciens vêtements de grossesse disparus. Elle cherchait manifestement à prendre ma place chez moi. L'offre est venue par l'entremise de mon mari. Sa mère proposerait de financer l'effacement du tatouage si j'acceptais d'abandonner toute démarche et de reconnaître qu'il ne s'agissait que d'un malentendu culturel. Elle avait repéré le meilleur spécialiste de la région, capable de limiter les cicatrices. Il ne me restait plus qu'à présenter publiquement des excuses pour avoir exagéré. Sa générosité me faisait passer pour la personne déraisonnable si je refusais. Mon enquête m'a mené jusqu'aux vidéos de la crèche. J'ai convaincu une employée de vérifier les registres de présence. Il confirmait que mon fils était bien à la crèche à l'heure supposée du tatouage, mais la caméra du parking montrait que la voiture de mon mari était garée chez sa mère 2 heures plus tôt. Il savait parfaitement ce qui se passait, mais il n'a rien dit. En fouillant dans le téléphone de mon mari pendant sa douche, j'ai découvert une application de notes cachée intitulée « Liste de courses », dans laquelle il consignait depuis des mois des remarques sur le comportement de sa mère. Il suivait son escalade, se sentant pris en étau entre protéger notre fils et préserver la paix familiale. Sa lâcheté avait permis à sa mère d'exercer son emprise sur notre enfant. Apprendre que ma belle-mère avait acheté du matériel pour tatouer son cousin adulte a tout compliqué. Ma preuve de préméditation s'est retrouvée reléguée au rang de simple coïncidence, chaque geste étant justifié par une raison légitime. Le cousin lui-même a confirmé le rendez-vous, même si le timing paraissait trop opportun. Ma propre mère est arrivée après 10 heures de route.
Je m'attendais à recevoir du réconfort, mais la fatigue qu'elle affichait était bien plus profonde. Elle s'est installée à la table de la cuisine, a regardé tour à tour mon fils et moi, puis m'a asséné d'une phrase qui m'a glacée. Elle m'a demandé si j'étais prête à perdre mon fils. Comme je m'étais perdue dans cette bataille, elle refusait de choisir un camp, de peur de perdre son petit-fils. Désemparée, j'ai tenté de trouver des alliés en usant moi-même des méthodes de ma belle-mère. Je me suis rapprochée de sa coiffeuse, réservant dans le même salon, et au fil de la conversation, j'ai appris que ma belle-mère, récemment malade, craignait de manquer de temps pour transmettre les traditions familiales. Cette information m'a paru précieuse, mais elle m'a aussi donné mauvaise conscience. Puis, par hasard, j'ai croisé le prêtre de ma belle-mère au supermarché. J'ai entamé la conversation sur le centre paroissial, prétendant vouloir y organiser l'anniversaire de mon fils. Il m'a proposé de visiter les lieux, ce qui m'a permis d'accéder à des endroits où les caméras de sécurité auraient pu enregistrer quelque chose d'utile. Le concierge de l'église, qui se souvenait de moi car je l'avais aidé lors d'un malaise l'année précédente, m'a confié avoir vu la voiture de ma belle-mère sur le parking un soir où elle assurait être chez elle. Il ne pouvait pas fournir d'image, mais a proposé de rédiger une déclaration sur ce qu'il avait vu. De petites victoires dans une guerre perdue d'avance. L'ex de mon mari est soudain réapparu, réclamant des droits de garde sous prétexte qu'elle comprenait mieux que moi les traditions familiales. Cette démarche absurde me forçait à me battre sur 2 fronts. Mon avocate m'a rassurée. Sa requête était infondée, mais elle venait complexifier notre dossier. Le rendez-vous chez le pédiatre était pris depuis des mois. Dans la tourmente, je l'ai raté. Le cabinet a noté mon absence comme une consultation manquée, soulignant une négligence médicale dans le dossier de mon fils. Ma belle-mère, d'une façon ou d'une autre, était au courant et s'est empressée d'utiliser ce faux pas pour prouver que je n'étais pas capable de faire passer la santé de mon fils en priorité. Ensuite, ma carte bancaire a commencé à être refusée. Les frais de justice avaient épuisé nos économies et ma belle-mère avait convaincu mon mari de transférer l'argent restant sur un compte familial dédié aux besoins médicaux de notre fils. Elle payait avec ce compte des séances de thérapie axées sur le traumatisme maternel, se faisant passer pour la figure stable dans la tempête. La confrontation chez le glacier est arrivée sans prévenir. Ma belle-mère a débarqué avec plusieurs membres de la famille alors que je partageais un sundae avec mon fils. J'ai craqué, hurlant au sujet de la mutilation de mon enfant, tandis qu'elle commandait tranquillement une glace à la vanille. Les adolescents derrière le comptoir étaient pétrifiés. En quelques heures, des vidéos de ma crise tournaient sur Internet. Mon contrat en télétravail a été résilié sans ménagement. Le client a invoqué des appels privés trop fréquents qui nuisaient à la qualité de mon travail. J'ai appris plus tard que ma remplaçante était la fille de la voisine de ma belle-mère. Tout le réseau qu'elle avait construit patiemment au fil des années était en train de détruire, méthodiquement, ma capacité à subvenir à mes besoins et à ceux de mon fils. Vivre dans un appart-hôtel m'a donné la sensation d'avoir touché le fond. Ma belle-mère s'était installée provisoirement dans la maison familiale pour aider mon mari à gérer notre séparation. Elle cuisinait dans Emma Cuisine, dormait dans mon lit, jouait avec mon fils dans le jardin que j'avais aménagé. Chaque photo envoyée par mon mari la montrait à ma place. L'appel de mon père est arrivé tard dans la nuit. Sa voix s'est brisée lorsqu'il m'a supplié de cesser cette guerre. Il disait que me voir sombrer tuait ma mère à petit feu. Cet homme qui m'avait toujours appris à me battre pour la justice me demandait aujourd'hui de baisser les bras. J'ai raccroché sans rien dire, incapable d'encaisser sa déception. L'employé de crèche à qui j'avais demandé un service a été suspendu pour avoir communiqué des informations confidentielles. Sa supérieure m'a appelé pour m'expliquer que mon enquête avait enfreint les règles. Sa fille demandait pourquoi la méchante dame avait fait pleurer sa maman. Je devenais le méchant dans l'histoire des autres. La nouvelle de la suspension a circulé rapidement. Le mari de l'employé a demandé le divorce, invoquant le stress causé par cette implication dans notre drame familial. Leur couple n'a pas résisté à la pression que j'avais imposée. Mon combat pour la justice faisait des victimes collatérales, et j'ai continué d'avancer, consciente des dégâts laissés derrière moi. Chaque élément de preuve me semblait vital, à n'importe quel prix. Mais quand ma dernière amie m'a demandé si ce tatouage n'avait pas été fait par amour, même de façon maladroite, j'ai été incapable de répondre sans paraître rancunière. Mon besoin d'avoir raison brouillait la vérité. Debout devant le juge aux affaires familiales, j'ai dû faire un choix. J'ai admis avoir souffert d'anxiété postpartum, dévoilant ainsi mes antécédents en santé mentale. C'était la seule manière de rester crédible quant à mon état actuel. L'avocat de ma belle-mère prenait des notes sans relâche, prêt à se servir de chaque mot contre moi. Sur mon téléphone, une application de notes renfermait des documents que j'avais complètement oubliés. En relisant mes anciennes entrées, j'ai retrouvé celle d'il y a quelques mois où mon fils se plaignait déjà que sa grand-mère était trop tactile et lui murmurait trop de choses à l'oreille. J'avais alors mis son malaise sur le compte de la timidité. Ces éléments montraient que j'avais failli à le protéger bien avant l'histoire du tatouage. L'avocat de ma belle-mère a déposé une requête en urgence, obtenant l'avancement de l'audience de 2 mois sous prétexte qu'il fallait assurer la stabilité de l'enfant. Mon propre avocat, absorbé par le mariage de sa fille, n'a pas pu préparer ma défense correctement. J'avais l'impression que tout le système jouait contre moi. Pendant une visite surveillée, j'ai observé ma belle-mère avec mon fils. Elle avait les larmes aux yeux et lui expliquait qu'elle voulait simplement qu'il se sente intégré, qu'il fasse partie de la tradition familiale. Elle pensait sincèrement lui faire un cadeau. Son récent diagnostic cardiaque l'avait poussé à vouloir transmettre son héritage à son petit-fils tant qu'il était encore temps. Les séances de thérapie de mon fils sont devenues des sources de preuves et je me suis surprise à les enregistrer discrètement, documentant ainsi l'impact psychologique du tatouage. À chaque enregistrement, je sentais que je trahissais ma promesse de ne jamais fouiner dans ses sentiments. Je ne me reconnaissais plus. Je manipulais mon propre enfant pour accumuler des preuves. C'est alors que la nièce adulte de ma belle-mère m'a contactée à l'improviste.
Bouleversée par les messages échangés dans le groupe familial à propos d'un futur tatouage sur un bébé, elle m'a envoyé des captures d'écran révélant des mois de planification, des codes pour réserver des rendez-vous et même des discussions sur l'âge idéal pour commencer. Pour la première fois, quelqu'un de leur côté ouvrait enfin les yeux. Nous avons réussi à prouver qu'il existait un véritable schéma de tatouage imposé dans la famille, mais cette victoire avait un goût amer quand j'ai vu ma belle-mère en larmes, tenant la main de mon fils à l'hôpital pendant qu'on suspectait une infection. Ce jour-là, nous étions juste deux femmes inquiètes pour l'enfant qu'elles aimaient. Pourtant, le récit à mon encontre prenait de l'ampleur. L'avocat de ma belle-mère m'accusait d'insensibilité culturelle, affirmant que j'isolais mon fils d'une famille aimante pour une question d'apparence. Les membres de la famille me dépeignaient comme une étrangère, incapable de comprendre leurs traditions. Chaque accusation contenait une part de vérité, mais tordue pour mieux me nuire. Tout reposait sur le témoignage de mon mari. Allait-il reconnaître qu'il était au courant? Coincé entre sa mère et moi, il n'en pouvait plus. L'homme que j'avais épousé semblait s'évaporer sous la pression, laissant place à quelqu'un qui voulait simplement en finir avec ce conflit. Ma gentillesse passée se retournait contre moi. Les petits-enfants de ma belle-mère demandaient là pourquoi ils ne voyaient plus leurs cousins, et leurs questions devenaient des arguments contre moi, comme si j'étais responsable de la rupture de la famille. Même une lettre déchirante d'une fillette de 8 ans, versée au dossier, pesait contre moi. À l'hôpital où je travaillais, les collègues se divisaient en deux camps, selon qu'ils me voyaient comme une mère protectrice ou une femme prête à tout briser pour une affaire de tatouage. Les conversations s'interrompaient à mon arrivée et les relations professionnelles que j'avais mis des années à construire s'effondraient sous le poids de ce drame intime. Les mots de la juge, lors d'une audience préliminaire, m'ont glacé. Selon elle, les choix esthétiques, même douteux, ne constituaient pas de la maltraitance tant qu'aucun préjudice réel n'était constaté. Le système judiciaire sur lequel je comptais pour obtenir justice semblait fonctionner selon des règles bien éloignées de l'instinct maternel. Je perdais du terrain de toutes parts. À bout, j'ai téléphoné au pédiatre de mon mari, un vieil ami de mon père, espérant qu'il pourrait m'aider par reconnaissance. Il a accepté de donner un avis médical sur les risques d'infection, mais a refusé d'intervenir sur la dynamique familiale, estimant que ce n'était pas son rôle. Même les anciens services ont leurs limites. Les dossiers médicaux ont confirmé mes soupçons. Mon fils avait eu une réaction sévère à l'adhésif utilisé. Ma belle-mère connaissait ses allergies, mais avait tout de même poursuivi, persuadée que l'inconfort ne serait que passager et que l'important était qu'il appartienne à la famille. L'amour qu'elle lui portait lui avait réellement fait du mal, mais prouver qu'il s'agissait d'une intention malveillante était une autre histoire. L'allergie de mon fils aux produits utilisés prouvait que le danger était bien réel et dépassait de loin de simples questions d'hygiène. Cette réaction aurait pu lui coûter la vie si nous n'avions pas agi à temps. Malgré la liste d'allergies qu'elle avait sous la main, ma belle-mère l'avait ignorée par obsession de le faire entrer, coûte que coûte, dans la lignée familiale. L'amour et la souffrance s'entremêlaient, et le tribunal peinait à démêler tout cela. La preuve décisive est finalement venue d'un endroit inattendu. Un employé du salon de tatouage, sous le coup d'une enquête sanitaire, a fourni un reçu montrant que ma belle-mère avait acheté en espèces une crème anesthésiante spécialement conçue pour les nourrissons. Elle avait donc anticipé la douleur, mais était passée outre. Avec ce dossier, j'ai été confrontée à un choix. Lancer une procédure pénale, ce qui aurait exposé mon fils et toute la famille à la médiatisation, ou opter pour une résolution devant le juge aux affaires familiales, assortie de mesures de protection. J'ai choisi la protection de mon fils plutôt que mon besoin de réparation. C'est l'assurance de ma belle-mère qui a précipité sa chute. Pendant une suspension d'audience, elle a publié sur Facebook qu'elle transmettrait son héritage à son petit-fils, quoi qu'il arrive. La capture d'écran, versée au dossier, a suffi à établir son absence totale de remords. Elle reconnaissait publiquement ce qu'elle niait devant le tribunal. Devant la juge, j'ai présenté mes preuves sans animosité, insistant sur les besoins médicaux de mon fils et sur la nécessité de le protéger pour l'avenir. J'ai vu ma belle-mère réaliser qu'elle avait perdu toute emprise, que des années d'influence et de contrôle s'effritaient face à des preuves irréfutables. Au fil des témoignages, l'équilibre s'est inversé, chaque intervenant confirmant que la tradition primait sur la sécurité des enfants. D'anciens proches de la famille sont venus livrer leur version des faits. Le tatoueur, reconnaissant lui avoir conseillé d'attendre, a précisé qu'elle avait insisté. Peu à peu, la vérité s'est frayé un chemin à travers les failles de leur solidarité. Les deux camps se préparaient au verdict final sur la garde. Mon mari, assis au milieu de l'allée du tribunal, incarnait la déchirure de ses loyautés. Son choix allait déterminer non seulement la garde, mais redessiner le paysage de toutes nos relations familiales, déjà fragilisées. Le dragon tatoué sur le cou de mon fils était devenu le rappel permanent des dérives de l'amour lorsqu'il refuse le droit d'être soi-même. Sur la table, les dossiers médicaux dressaient un constat accablant. La réaction cutanée de mon fils à l'adhésif n'était pas anodine. Elle aurait pu lui coûter la vie. L'allergologue a confirmé mes pires craintes. Ma belle-mère, pourtant parfaitement informée de ses allergies, avait choisi de les ignorer. Le ticket de caisse de la crème anesthésiante prouvait la préméditation, même si sa récente maladie cardiaque jetait un trouble supplémentaire. J'ai assisté, impuissante, aux efforts de mon mari pour préparer son témoignage. Il tournait en rond dans notre chambre de motel, répétant inlassablement différentes versions de la même histoire, lâchant à chaque fois un peu plus de ce qu'il avait tenté de dissimuler. Sa mère parlait du tatouage depuis des mois, lui montrait des motifs, lui demandait quand ce serait possible. Il croyait à des paroles en l'air, sans jamais imaginer qu'elle irait jusqu'à imposer cela à un enfant de 3 ans. Le tatoueur a finalement accepté de parler, craignant pour son salon. Il a raconté l'arrivée de ma belle-mère avec mon fils endormi, exigeant que l'intervention soit faite sur le champ. Il avait d'abord refusé à cause de l'âge et du manque d'accord parental, mais elle lui avait proposé 3 fois le prix habituel, en liquide. Ce témoignage prouvait qu'elle avait délibérément cherché quelqu'un prêt à enfreindre la loi. Sa nièce a apporté d'autres éléments.
des conversations WhatsApp de la famille révélaient une organisation pour marquer tous les petits-enfants. Ils échangèrent des astuces pour immobiliser les enfants, débattèrent sur le choix des endroits les plus voyants, réfléchissaient même à la longévité des motifs. La logique dépassait les simples initiatives isolées. Lors de l'examen médical, le dermatologue a découvert que l'encre contenait des métaux allergènes, responsables de l'inflammation persistante. Il faudrait plusieurs séances de laser, une fois l'infection soignée, chaque intervention comportant des risques pour un si jeune enfant. Les conséquences dépassèrent de loin la seule trace visible. Le jour du témoignage de mon mari, des vérités inattendues ont éclaté. Sous serment, il a admis avoir vu depuis des semaines du matériel de tatouage dans l'atelier de sa mère. Mais il s'était convaincu qu'elle ne tatouait que des adultes, refusant d'imaginer l'impensable. Sa voix a cédé quand il a expliqué avoir préféré fermer les yeux, plutôt que protéger son fils. La tutrice ad litem a interrogé mon fils avec des méthodes adaptées. À travers le jeu, elle a noté sa peur des dessins spéciaux de mamie, et son incompréhension face à une douleur que les autres enfants ne connaissaient pas. Ses réponses franches montrèrent déjà l'impact psychologique, bien au-delà de la souffrance physique. J'ai appris que ma belle-mère avait donné des médicaments à mon fils au moment du tatouage. La crème anesthésiante qu'elle avait achetée contenait des doses de lidocaïne dangereuses pour un enfant. Associée à ses allergies, cela aurait pu provoquer de graves complications cardiaques. L'expert médical a conclu que nous avions évité le pire de justesse. L'effondrement de ma belle-mère pendant le contre-interrogatoire a révélé ses véritables motivations. En larmes, elle a évoqué le rejet de son propre père à cause de ses tatouages, expliquant qu'elle avait instauré cette tradition familiale pour réparer ce passé. Chaque tatouage d'un petit enfant était une revanche sur ce qu'elle avait perdu. Son traumatisme était devenu celui de mon fils, perpétuant un cycle sans fin. Les témoignages des autres petits-enfants, recueillis par des professionnels, ont mis en lumière la banalisation de ces pratiques dans la famille. Ils parlaient de cérémonies de décoration où les adultes les maintenaient, promettèrent des jouets ou des friandises s'ils ne pleuraient pas, puis les félicitaient d'avoir été courageux. La contrainte dissimulée sous une façade d'amour ne faisait plus de doute. Les relevés bancaires du salon de tatouage, transmis à la justice, montraient que ma belle-mère avait financé 12 tatouages sur des enfants de moins de 5 ans en 20 ans. Certains artistes refusaient, mais elle finissait toujours par trouver quelqu'un d'assez accommodant. Le juge a étudié des reçus remontant à 2 décennies, chacun représentant un enfant privé de son intégrité. Mon mari a demandé à faire une pause pendant l'audience. Incapable de concilier le fait d'avoir laissé faire sa mère avec celui d'être un père protecteur, il s'est résolu à demander la séparation. Les documents officiels parlaient de « différends irréconciliables », mais au fond, il savait que cela revenait à choisir entre sa mère et la sécurité de son fils. Il a choisi notre enfant. L'enquête de l'assistante sociale a montré qu'au sous-sol de la maison de ma belle-mère se trouvait un atelier de tatouage clandestin, des pots d'entraînement portant des prénoms d'enfants, des dessins adaptés à de petits corps et du matériel médical laissant présager d'autres cérémonies à venir. Son projet était de marquer tous ces petits-enfants, tôt ou tard. Un expert est venu expliquer devant le tribunal combien l'imposition de telles modifications corporelles pouvait bouleverser la construction de l'identité chez l'enfant. On leur apprend que leur corps ne leur appartient pas, que l'amour implique d'accepter la souffrance physique, que pour être membre de la famille, il faut porter une marque indélébile. Les mots du psychologue ont mis mal à l'aise plusieurs jurés. La sœur de ma belle-mère a témoigné à contre-cœur sur leur enfance, rappelant un père qui les frappait pour avoir souillé leur corps avec des tatouages. Ma belle-mère s'était juré que ses propres enfants ne subiraient jamais ce rejet, mais elle était tombée dans l'excès inverse. Pour elle, il fallait absolument arborer une marque pour faire partie de la famille, quitte à perpétuer un traumatisme, mais à rebours. L'accusation a exposé des éléments prouvant que ma belle-mère s'employait activement à transmettre la tradition. Des messages où elle donnait des consignes à des cousins sur la bonne façon de procéder, partageait des contacts d'artistes complaisants, proposait même de financer le matériel. Elle avait carrément mis en place tout un réseau pour que la pratique lui survive. L'infection de mon fils a nécessité une intervention chirurgicale, les antibiotiques n'ayant pas suffi. Je l'ai tenu dans mes bras pendant qu'on l'emmenait au bloc, en lui promettant que les médecins allaient faire disparaître la douleur. Plus tard, le chirurgien nous a appris que l'infection était passée tout près d'atteindre le sang. Un jour de plus aurait pu lui coûter la vie. Les témoins de moralité de ma belle-mère l'ont dépeinte comme une femme prête à tout pour préserver l'unité familiale, vantant sa générosité, son investissement auprès de ses petits-enfants et sa peur panique d'être mise de côté. Plusieurs s'avèrent pour les tatouages, mais considérèrent la chose inoffensive, juste une tradition un peu loufoque de mamie. Leurs témoignages ont révélé le degré de tolérance généralisé au sein de la communauté. Le juge a exigé l'avis d'un expert culturel afin d'évaluer la légitimité réelle de cette coutume. Le rapport a été sans appel. Si la modification corporelle existe dans bien des cultures, aucune ne cautionne qu'on l'impose à des enfants non consentants, ni qu'on fasse fi des risques médicaux. Les arguments de ma belle-mère sur la dimension culturelle n'étaient qu'un habillage. J'ai rencontré le procureur pour évoquer les chefs d'accusation retenus. Violence, mise en danger d'autrui, exercice illégal de la médecine. La liste était longue. Mais lancer des poursuites impliquait que mon fils témoigne, risquait d'attirer l'attention des médias et promettait des années de procédure. Il fallait mesurer ce désir de justice face aux besoins essentiels de normalité et de reconstruction pour mon fils. La santé de ma belle-mère s'est détériorée durant le procès. Le stress a fragilisé son cœur, provoquant une hospitalisation. Il m'arrivait de prendre de ses nouvelles, incapable de rompre tout lien. Elle restait, malgré tout, la grand-mère de mon fils, celle qui avait su l'aimer à sa façon, avec ses failles. La consultation pour effacer le tatouage a ajouté de nouveaux tracas. Le spécialiste a expliqué qu'un traitement laser sur une peau d'enfant comporte des risques. Cicatrices, troubles de la pigmentation, douleurs nécessitant une sédation. Il faudrait attendre qu'il grandisse.
ce qui signifiait des années à porter ce souvenir visible. Ce dragon ferait désormais partie de son histoire, surtout dans des moments clés de sa construction. D'autres familles ont alors commencé à témoigner. Certains parents qui avaient refusé la tradition ont parlé de pression, d'exclusion, d'accusation de ne pas être de vrais membres. Certains ont coupé tout contact, préférant isoler leurs enfants du reste du clan. Cette pratique avait brisé des liens sur plusieurs générations. Les dossiers de thérapie de mon mari, versés à l'enquête, ont mis au jour des années de tiraillements internes. Lui aussi avait été tatoué à 4 ans, présenté comme un privilège, une preuve d'amour. Ce n'est qu'en devenant père qu'il a questionné la pratique. Ces séances retracèrent la lente prise de conscience qu'on ne devrait jamais conditionner l'amour à une marque indélébile. Au final, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont clos les débats. Avec leurs mots d'enfant, ils ont raconté ce qu'ils avaient vécu. Certains étaient trop jeunes pour s'en souvenir. D'autres se rappelaient avoir été maintenus de force, à qui on promettait des cadeaux s'ils obéissaient. Leurs témoignages ont dissipé tout doute sur l'innocuité de cette tradition. Lors de sa déclaration finale au tribunal, ma belle-mère a parlé de façon décousue, mais on sentait la sincérité de son intention. Elle voulait éviter que ses petits-enfants se sentent exclus, leur offrir une preuve tangible d'appartenance, les protéger du rejet qu'elle-même avait subi. Son amour avait viré à l'obsession, jusqu'à devenir dangereux. Le verdict est tombé après 3 jours de délibération, coupable de violence, de mise en danger de mineurs et d'exercice illégal de la médecine. Le juge a martelé qu'aucune tradition culturelle ne saurait légitimer une atteinte à l'intégrité physique ou à la santé d'un enfant. La peine tiendrait compte de son âge, de sa santé fragile et de son casier vierge. J'ai demandé le droit de m'exprimer lors du prononcé de la sentence. Devant la cour, j'ai choisi de ne pas dresser le portrait d'un monstre, mais celui d'une grand-mère dont le propre traumatisme avait empoisonné l'amour. J'ai exigé une thérapie obligatoire pour elle, un droit de visite sous surveillance après traitement, et surtout l'interdiction formelle de toute modification corporelle avant les 18 ans de mon fils. La décision du juge a reflété la complexité de la situation. 2 ans de probation, suivi psychologique obligatoire, des ateliers sur la parentalité respectueuse du corps et des visites sous surveillance après 6 mois de thérapie. Pas de prison, compte tenu de son âge et de sa santé, mais des limites strictes pour protéger mon fils et les autres petits-enfants. Avec mon mari, nous avons rencontré un médiateur pour organiser la garde. Nous avons opté pour une autorité parentale partagée, la résidence principale restant chez moi. Il a admis n'avoir pas su protéger notre fils et s'est engagé à suivre une thérapie avant toute visite non encadrée. Notre mariage était fini, mais il fallait maintenant commencer à réparer notre coparentalité. Une ordonnance d'éloignement interdisait explicitement à tout membre de la famille d'envisager la moindre modification corporelle sur un mineur, protégeant ainsi tous les petits-enfants, présents et à venir. Plusieurs membres de la famille ont exprimé leur soulagement, avouant qu'ils avaient voulu refuser la tradition sans jamais oser rompre les liens. Mon fils a entamé une thérapie par le jeu pour apprivoiser le traumatisme. La thérapeute utilisait des poupées, le dessin, pour l'aider à mettre des mots sur la douleur provoquée par la marque et l'incompréhension de l'acte de sa grand-mère. Il faudrait du temps, mais il était encore assez jeune pour retrouver sa capacité de rebondir avec le bon accompagnement. Je me suis inscrite à des ateliers de parentalité sensibles au traumatisme, pour apprendre à l'aider à se réapproprier son corps. Nous avons instauré une routine du consentement au quotidien. Demander avant de faire un câlin, respecter ses refus, le laisser choisir son apparence dans la mesure du possible. Chaque geste renforçait l'idée que son corps lui appartenait. Les cicatrices dues à l'infection demandaient un suivi régulier. Les visites mensuelles chez le dermatologue suivaient l'évolution de la cicatrisation, tout en surveillant d'éventuelles complications. Sous la cicatrice, le dragon dessinait encore sa silhouette, souvenir indélébile, qui, avec le temps, appellerait des explications. L'aide est venue de là où on ne l'attendait pas. D'autres parents, eux aussi confrontés aux injonctions familiales, ont pris contact et ont formé un réseau informel. On s'est échangé des ressources, on s'est soutenu dans nos choix, recréant la solidarité qu'on avait perdue en défendant nos enfants. Peu à peu, la solitude a laissé place à des liens nouveaux. Ma belle-mère, après avoir terminé sa thérapie imposée, écrivait des lettres d'excuses qu'elle n'avait pas encore le droit d'envoyer. Son thérapeute notait de vrais progrès dans la reconnaissance du mal causé, même si ses certitudes évoluaient lentement. Réparer les blessures familiales demandait une patience infinie. 8 mois plus tard, la première visite encadrée a eu lieu. Ma belle-mère, figée sur sa chaise dans le bureau de l'assistante sociale, pleurait alors que mon fils se réfugiait derrière moi. Quand elle n'a pas cherché le contact, respectant sa peur, j'ai senti qu'un vrai changement s'amorçait. La reconstruction passerait par ces petites victoires du quotidien. J'ai aussi été mutée dans un autre service, loin de collègues qui s'étaient rangés. Cette nouvelle page m'a permis de regagner une réputation professionnelle écornée par ces drames familiaux. Il faudrait encore des années pour combler le gouffre financier des frais de justice, mais l'équilibre revenait doucement. On a inventé de nouveaux rituels pour effacer ceux qui faisaient un mal, des réunions familiales centrées sur des activités où chacun restait libre de participer, cuisiner ensemble, raconter des histoires, faire des bricolages sans rien d'irréversible. Certains proches ont accueilli ces changements, d'autres se sont éloignés. La famille avait changé pour toujours, mais elle subsistait. À 4 ans, mon fils a choisi son premier tatouage temporaire, un papillon qui s'est envolé au premier bain. Il était heureux de ce choix éphémère, heureux de pouvoir décider de son apparence. Ces petits gestes lui redonnèrent le contrôle de ce qu'on lui avait ôté. Le dragon sur sa nuque faisait partie de son histoire, et il fallait trouver les mots pour l'expliquer à son âge. On l'appelait sa marque de guerrier, la preuve qu'il avait traversé une épreuve. Son récit grandirait avec lui, mais resterait tourné vers sa force, jamais vers la victimisation. 5 membres de la famille ont finalement entamé une thérapie, prenant la mesure de l'impact de traumatisme longtemps minimisé. Un seul procès avait suffi à révéler des décennies d'habitudes destructrices. Le changement s'installait, lentement mais sûrement, à mesure que la vérité remplaçait le silence.
Mon ex-mari a su trouver sa place, soutenant sa mère dans sa guérison tout en protégeant notre fils. Il assistait à chaque séance, accompagnait les progrès, regagnant notre confiance par sa constance. Notre relation s'est réinventée, du mariage à une parentalité complice. Le salon de tatouage responsable a définitivement perdu sa licence. L'histoire a fait le tour du quartier, alertant sur le danger des établissements peu scrupuleux et instaurant une vigilance collective. La souffrance de mon fils a servi à protéger d'autres enfants. J'ai commencé à m'engager dans des associations de protection de l'enfance, partageant notre histoire pour défendre l'importance de l'autonomie corporelle. Prendre la parole en public me coûtait, mais je le faisais, convaincue que si une seule famille reconnaissait les signaux d'alerte, cela en valait la peine. Les lettres de ma belle-mère ont fini par arriver, empreintes de remords sincères. Elle admettait avoir confondu ses blessures avec la sécurité de mon fils, lui avoir volé son droit de choisir. Les mots ne changeraient rien au passé, mais ils témoignaient d'une réelle prise de conscience. Un jour viendrait peut-être le pardon, mais la confiance, elle, mettrait encore du temps à revenir. À la rentrée en maternelle, le dragon marquait toujours la nuque de mon fils. On l'avait préparé aux questions, on avait répété ensemble des réponses qui rappelaient qu'il était le seul à pouvoir raconter son histoire. Quand les autres enfants lui demandaient, il répondait simplement que c'était sa marque de guerrier, la preuve de son courage. Les enfants acceptèrent cette explication sans juger. Certains liens familiaux ne se sont jamais renoués. Pour quelques proches, le procès avait été une trahison, et ils sont restés à l'écart. Mais d'autres m'ont remercié en silence d'avoir eu la force de rompre le cycle. Cette fracture révélait des vérités. Choisir d'arrêter des traditions nocives, c'est souvent protéger les plus fragiles. L'équipe médicale de mon fils a conseillé d'attendre l'âge de 10 ans avant d'envisager un détatouage, sa peau supportant alors mieux le laser. On a noté la date, établi un budget, tout en se préparant à l'idée qu'il préfère finalement le garder. Après tout, c'est son corps, son choix. La thérapie m'a aussi permis de mesurer mon propre chemin. De belle fille toujours conciliante, je suis devenue une mère déterminée. La crise a tout bouleversé, mais elle a révélé des forces insoupçonnées. Mon fils grandirait en voyant sa mère défendre son autonomie, et c'était là une leçon précieuse, même si elle avait un prix. Notre affaire est devenue un précédent cité par les avocats pour protéger les enfants contre les modifications corporelles imposées sous couvert de rite. La décision du juge servait désormais d'exemple à d'autres familles. Notre douleur avait ainsi permis d'en préserver d'autres. Le dernier rapport du thérapeute de ma belle-mère faisait état de progrès réels. Elle comprenait maintenant que l'amour, ce n'est pas prendre le contrôle. Sa relation avec mon fils se reconstruirait lentement, toujours sous surveillance, mais l'espoir était là. La rédemption restait possible, à condition de s'y engager pleinement. 2 ans plus tard, la vie avait trouvé un équilibre nouveau. Mon fils poursuivait sa thérapie mensuelle, abordant ses souvenirs à travers le jeu. Je maintenais des limites claires, tout en autorisant les visites encadrées avec sa grand-mère. Mon ex-mari et moi avions trouvé une coparentalité apaisée. Le dragon, lui, était toujours là, mais il ne nous définissait plus. On avait choisi la protection plutôt que la vengeance, la guérison plutôt que la punition. Les cicatrices, visibles ou invisibles, resteraient, mais on avait mis fin au cycle. Les enfants de mon fils, un jour, n'auraient plus à se battre pour leur propre intégrité. Aimer signifiait respecter, non contrôler. C'est la leçon que le dragon nous avait apprise.